Merci beaucoup d'être avec nous. Comme on est peu nombreux, en fait, l'avantage c'est qu'on va pouvoir avoir, j'espère, beaucoup d'interactions. Il ne sera pas indiscret de vous demander ce qui fait que vous êtes présents avec nous ce soir. En tout cas, on vous remercie très chaleureusement de vous prêter à l'exercice et de venir avec nous échanger sur des problématiques qui sont assez sensibles. On a eu la chance d'avoir une conférence de préparation pendant 2 heures avant cette conférence qui réunissait à la fois les représentants de l'école d'avocats, à la fois les représentants du barreau, de l'université, de l'association. Et ce qu'on vous propose avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est d'avoir un résumé de ces échanges qui ont été déjà faits, ce qui va permettre en fait de pouvoir planter le paysage et voir tous les challenges qu'on ne résoudra pas ce soir, mais sur lesquels, j'espère, on posera quelques jalons. Alors, on commence avec la voix des avocats ou la voix de l'université? Les avocats, pardon. Bonjour à tous, Pélago Sénat, membre du Conseil de l'Ordre, représentant l'Ordre des avocats de Montpellier. Je ne vais pouvoir parler que pour lui, puisque les autres, chaque ordre s'organise comme il l'entend. Malheureusement, pour la profession d'avocat, il y a très peu d'aménagements qui sont faits pour les personnes qui sont en situation de handicap. À ma connaissance, le barreau de Montpellier n'a pas pris de mesures, si ce n'est l'accessibilité des établissements publics les établissements accueillants du public, à savoir qu'un avocat qui a ses locaux inaccessibles pour les personnes à mobilité réduite peut avoir une dérogation et de ce fait a un local qui lui est destiné pour accueillir les personnes à mobilité réduite au sein de l'Ordre des avocats de Montpellier. Hormis cet aménagement que je connais, je n'en connais pas d'autres. Voilà, donc on a beaucoup de travail à faire, mais on a beaucoup de personnes motivées et surtout un bâtonnier très sensible à ces questions et un conseil de l'ordre qu'on va également pouvoir mobiliser sur ces questions. Donc la grande aventure va être de mettre en place des mesures, de savoir aussi quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place, parce que l'idée c'est de s'adapter au jour le jour en fonction des handicaps dont sont confrontés les confrères. Voilà, après, quoi dire de plus? C'est vrai que c'est extrêmement intéressant d'avoir l'exemple de l'université qui est très à la pointe. Et on se rend compte qu'on est au niveau 0, voire moins 10 sur ces questions-là. Et c'est important de changer les choses parce que plus on intégrera. Alors, j'aime pas en fait le mot de handicap, ça donne l'impression que les personnes ont quelque chose en moins, alors que c'est absolument pas le cas. Et plus on avancera dans cette société moderne, plus on se rendra compte que l'humanité a plusieurs facettes et que c'est important de tous se prendre en considération tel qu'on est. Là-dessus, c'est vrai qu'on a encore beaucoup à faire pour changer les mentalités. L'expérience que j'ai eue, moi, face au handicap, et je me suis rendu compte que la société était encore loin d'être moderne, c'était lorsque j'étais en première année de faculté. Une étudiante s'était mise à côté de moi, elle était sourde de naissance, et en fait elle recopiait les cours que je prenais. Alors la pauvre, elle a mis du temps à comprendre ce que j'écrivais parce que j'ai toujours énormément d'abréviations, mais au moins elle a pu suivre les cours. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, elle aurait eu du coup un cours complet sans avoir le filtre que moi j'avais, parce que moi j'entendais le cours, que je prenais les notes qui m'intéressaient. C'est pas dit qu'elle n'aurait pas pris d'autres choses dans ses notes, et donc dans l'information qu'elle a, son information est totalement tronquée par rapport à la mienne qui entendait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ce genre d'expérience qui nous permet de se rendre compte que effectivement certaines personnes manquent sur quelque chose. Alors pour moi, j'estime qu'il y a plein de compensations, mais peuvent manquer les cours en n'entendant pas, mais qu'elles ont d'autres capacités, et elle me l'a montré.
Voilà, aujourd'hui, il est grand temps que la profession d'avocat se réveille là-dessus. Je sais que le Conseil national des barreaux a mis en place une commission égalité avec des discussions qui sont en cours, mais un dispositif qui commence à se monter. C'est important que la profession prenne ça au sérieux et avance dans cette direction-là. Merci. Et merci beaucoup, chers confrères, d'avoir le courage de dire qu'on veut mieux faire et on part de zéro, voire moins quelque chose. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Même le barreau de Paris, jusqu'au début de cette année, n'était pas forcément très actif. Ce qui va se passer, c'est que la fac, visiblement, touche beaucoup et vous allez partager avec nous le dispositif qui est mis en place à l'Université de Montpellier, à la faculté de droit, qui fait qu'on a envie de venir faire ses études chez nous. Merci beaucoup. Alors, je suis François-Xavier Faure, je suis maître de conférence de droit public, je suis co-directeur du centre de recherche en droit administratif dans cette maison et je suis depuis plus d'une décennie référent pédagogique handicap. Au sein du corps enseignant, je suis la personne désignée pour prendre en charge, alors prendre en charge c'est un bien grand mot, la problématique enseignante. Il faut situer le contexte de l'université, donc l'université de Montpellier, grosse université, des dizaines de milliers d'étudiants, on doit être à 30 000, 31 000 étudiants, de multiples composantes, et au sein de chaque composante, il y a un référent pédagogique handicap. Au niveau de l'université, vous avez un service dédié au handicap qui s'appelle Handiversité, qui met en place une politique d'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Et vous avez un service de médecine préventive pour tout ce qui est l'instruction des dossiers en vue de la reconnaissance du handicap de certains étudiants. Depuis la loi de 2005, je pense que c'est là où la bascule s'est opérée, l'université est rentrée dans une politique active de soutien aux étudiants en situation de handicap. Par le service en diversité, il y a une aide matérielle, humaine, qui est apportée aux étudiants. C'est-à-dire, un étudiant qui a des difficultés à prendre des notes, il va avoir un preneur de notes pour l'ensemble des enseignements. Un étudiant qui a des difficultés à faire des travaux dirigés, il y aura un tutorat handicap adapté à l'étudiant. On a sur la faculté de droit, je crois, entre 100 et 110 étudiants en situation de handicap. Avec comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des situations de handicap totalement différentes. Ça peut être une dyslexie légère jusqu'à des handicaps lourds, des étudiants non-voyants, des handicaps moteurs extrêmement importants. Ça veut dire qu'il faut adapter non seulement la scolarité, mais également les examens à la situation de l'étudiant. Et là, l'effort est fait depuis plus d'une décennie pour accompagner l'étudiant tout au long de sa scolarité. Ce n'est pas une mince affaire, hein. C'est-à-dire que quand vous avez 60-70 étudiants qui ont des handicaps relativement importants, ça veut dire prévoir un preneur de notes pour chaque matière, pour les aider. C'est-à-dire que vous avez 7-8 matières par semestre, multipliées par 50-60 étudiants. Donc il faut trouver la ressource humaine pour le faire. Alors, bien souvent, on fait ça avec des étudiants, soit qui sont dans l'année supérieure qui accompagnent, soit des étudiants qui sont dans le même amphithéâtre et qui prennent les notes et qui les partagent avec l'étudiant. Sachant qu'il faut un budget parce que les preneurs de notes sont rémunérés. Il y a une rémunération, ce n'est pas du bénévolat. C'est organisé, il y a un contrat de travail, on fait des recrutements de preneurs de notes, des recrutements de tuteurs pour permettre aux étudiants en situation de handicap de pouvoir avoir une scolarité comme s'ils n'avaient pas de handicap. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et finalement, j'ai l'impression que ça marche. Alors, chaque année, en début d'année universitaire, je reçois les étudiants en situation de handicap. Alors, je les convoque tous ne viennent pas, pour leur faire signer un contrat pédagogique de réussite, dans lequel on mentionne les accompagnements pendant l'année universitaire et les modalités de contrôle de connaissances, c'est-à-dire l'assistance
d'un ordinateur éventuellement, un temps majoré, la possibilité d'avoir des médicaments sur la table pendant l'épreuve, ainsi de suite. Tout cela est organisé. Donc on a dans le contrat les modalités d'accompagnement au cours de la scolarité, c'est-à-dire en prenant de notes, un ordinateur, des choses comme ça, et ensuite donc des aménagements d'examen. À la fin de l'année universitaire, nous faisons le bilan si tous les aménagements qui étaient prévus ont été respectés. Donc c'est une politique quand même qui est relativement lourde, hein, puisqu'il y a une personne au sein de la scolarité qui est dédiée aux étudiants en situation de handicap. Bon, moi j'interviens de manière marginale, hein. En gros j'interviens maintenant quand il y a des problèmes, et ensuite il y a un service au sein des services centraux de l'université qui est le service en diversité. Voilà un petit peu la manière dont nous travaillons aujourd'hui. Alors c'est une politique qui est relativement ambitieuse. On a une vice-présidence au handicap et à l'insertion sociale au niveau de l'université. Et cette politique ambitieuse, au début, il y avait quand même de la part de certains collègues certaines réticences à voir tous ces aménagements, toute cette infrastructure. Parce que bon, on a mis, par exemple, à titre caricatural, mais un étudiant qui est hospitalisé, on lui fera passer ses examens à l'hôpital. Voilà, on va organiser pour que l'examen se déroule à l'hôpital. C'est quand même des choses qui sont relativement lourdes, contraignantes, et certains collègues au début étaient un peu, je ne sais pas hostiles, mais dubitatifs, on va prendre la forme douce, par rapport à ce type d'aménagement. Et finalement, tout cela est rentré dans les mœurs aujourd'hui, et plus personne ne s'étonne qu'il y ait de tels aménagements. Voilà, c'est très bien. Et donc vous couvrez aussi l'IEJ, donc on peut dire que la fabrique à juristes et à avocats, et comme beaucoup de jeunes qui veulent aller en entreprise passent par l'avocature, en fait vous avez fait le job, le barreau un petit peu de temps pour encore se retourner, et l'école d'avocat au milieu de tout ça. Et je rajoute un élément, avant de céder la parole, on a même aujourd'hui des doctorants qui ont des bourses en raison de leur handicap, c'est-à-dire qu'ils peuvent réaliser des thèses en droit et qui ont un financement spécifique lié au handicap. Merci. Très difficile de prendre la parole après avoir entendu tout ce que fait l'université au niveau du handicap. Comme je vais me présenter, Christophe Touza, je suis directeur de la formation initiale à l'école des avocats Centre-Sud et également avocat au barreau de Montpellier depuis 20 ans et directeur depuis une quinzaine d'années. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit ma consoeur Félia Boussena tout à l'heure. Au niveau des avocats, on en est au balbutiement, niveau 0, peut-être moins 10, quand même pas moins 10, mais c'est vrai qu'on ne va pas très haut. Mais la bonne nouvelle, vous parliez de la nécessité d'avoir une politique ambitieuse au niveau du handicap, et ça c'est une réalité. Il ne faut pas voir petit, il faut voir grand. C'est une vraie problématique, il faut la prendre à bras le corps. Et vous savez, on a un organisme national représentatif au niveau des avocats, c'est le Conseil national des barreaux. Félia nous a parlé tout à l'heure de la commission égalité, c'est ça? Mais au-delà de ça, depuis un peu plus d'un an maintenant, le Conseil national des barreaux travaille à l'élaboration de ce qu'on appelle un kit pédagogique pour justement sensibiliser les élèves avocats et les avocats à la question du handicap. Il faut commencer par le début. Il faut d'abord indiquer aux gens qu'il y a ces situations-là, puis ensuite leur apporter des outils pour pouvoir y répondre. Donc le CNB a fait un vrai travail remarquable sur la question, et les écoles d'avocats s'appuient sur ce travail. Et il y a quelques mois, je crois que c'est en début d'année 2021, le CNB a pris une belle initiative, elle a demandé à chaque école de désigner un ou plusieurs référents handicap. Alors c'est pas un référent handicap pédagogique, mais c'est un référent handicap pour justement lui apporter une formation. C'est maître Anne-Sophie Vistebelin qui est ici présente, qui a eu la gentillesse d'accepter tout de suite cette proposition-là. Et donc chaque école bénéficie aujourd'hui d'un référent handicap, de telle sorte qu'on n'est pas complètement démuni lorsqu'on se trouve face à ce genre de situation. Alors concrètement, parce que ça c'est tout récent, ça date de 2021, que faisions-nous à l'école des avocats Centre-Sud? Je ne sais pas pour les autres, en tout cas chez nous, qu'est-ce qu'on faisait? On se débrouillait un petit peu. On a toujours été sensible à ces situations-là, qui ne sont pas toujours évidentes, parce qu'une situation de handicap, elle peut être visible. Une personne qui a mobilité réduite, une personne qui
non-voyantes ou malvoyantes ou malentendantes. Mais parfois, on a des personnes qui sont en situation d'invalidité non visible du fait d'une maladie. On ne sait pas forcément, ça peut être handicapant pour prendre des notes, pour taper à l'ordinateur. Et ces personnes, on n'a pas toujours facilité à les identifier. Mais quoi qu'il en soit, systématiquement, quand j'accueille les élèves en début d'année, je leur dis que lorsqu'ils ont une difficulté, qu'elle soit personnelle, professionnelle, quelle qu'elle soit, y compris une difficulté au niveau de l'état de santé physique, ma porte est toujours ouverte, ils peuvent venir m'en parler ouvertement, sans crainte, en toute confidentialité. Et systématiquement, lorsqu'ils le font, je les ai accueillis, puis on essaie de les accompagner au mieux. L'exemple le plus frappant que nous avons eu sur les 10 dernières années, c'est une personne qui était totalement aveugle, elle n'y voyait pas du tout. Et donc, elle s'est présentée à moi avant son inscription pour me faire part de cette difficulté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis appuyé sur ce qu'a fait l'université en réalité. J'ai dit, écoutez, mademoiselle, pas de souci, vous avez réalisé 5 années de droit jusqu'à présent, vous avez réussi ces 5 années de droit. Comment ça s'est passé à la fac? Qu'est-ce que la fac vous a proposé pour mener à bien vos études malgré cette situation de handicap? Elle m'a expliqué simplement, et je lui ai répondu, écoutez, je vais faire pareil. Tout simplement. Donc on a mis en place, il y a une personne qui l'accompagnait pour les cours, pour les examens, et donc on a mis en place spécifiquement pour elle tout ce dispositif, et elle a pu mener à bien l'intégralité de son cursus avec quand même une difficulté qui n'est pas moindre, celle de lui trouver un stage en cabinet d'avocat, puisque la formation d'élève avocat se termine par un stage de 6 mois, et là le challenge c'était de lui trouver un cabinet qui accepte de l'accueillir. Mais là, il y a eu un bel élan de solidarité, et seuls les gros cabinets, en fait, qui sont très structurés, ont pu répondre présent à cet appel, et elle a réalisé son stage. Elle a même été embauchée comme collaboratrice à la suite de son diplôme. Donc c'était vraiment une fin heureuse, et j'étais très content pour elle. Ses parents étaient également très fiers. Et l'école était fière d'avoir pu l'accompagner tout au long de son cursus. Mais c'est vrai que c'est pas évident et on se trouve un petit peu démunis. Je trouve que l'initiative du Conseil national des barreaux est une belle initiative et ça nous permet de prendre conscience. Le référent handicap à l'école d'avocat, qu'est-ce qu'il fait? Anne-Sophie, hier, a passé la journée à l'école avec nos élèves. Et on en est au stade de la sensibilisation, mais le but c'est de leur expliquer comment on gère une situation de handicap lorsqu'on est avocat, quels sont les dispositifs qu'on doit prévoir pour rendre finalement son cabinet accessible à tous, comme c'est le cas de l'école. Et donc elle a passé 2 heures avec les élèves, c'était une première, donc on ne savait absolument pas comment les élèves allaient réagir, est-ce qu'ils allaient être attentifs, est-ce qu'ils allaient poser des questions, ou est-ce que finalement ils allaient écouter ça d'une oreille distraite. Et en réalité, la bonne nouvelle, c'est qu'ils étaient très attentifs, ils étaient enjoués, ils ont posé des questions, ils ont interagi, et à l'issue de leurs 2 heures de formation, ils en ont demandé plus. Ils ont dit c'est quand même dommage, parce que vous nous avez fait une super présentation, des petites vidéos, des films, des PowerPoint, on a échangé, on a posé des questions, mais la suite alors, c'est quoi la suite? On ne peut pas faire des petites mises en situation, et on en parlait en aparté à plusieurs juste avant le début de ce colloque. Et l'idée, effectivement, c'est de nous mettre en situation, nous, personnes qui ne sont pas atteintes de handicap. Que fait-on si on a les yeux bandés? Que fait-on si on nous met dans un fauteuil roulant? On dit, allez-y, débrouillez-vous. Il faut partir de là pour aller là-haut. Donc ils étaient très en demande de ça, donc ça nous a permis de réfléchir, et tout de suite on a répondu, on a dit, l'année prochaine, on va faire les choses différemment. Il y aura une sorte de présentation théorique, peut-être même en vidéo, si on ne peut pas la faire en présentiel. Mais ensuite, il y aura un séquençage par petits groupes pour permettre justement aux élèves de s'intéresser davantage, de vivre l'expérience du handicap, parce qu'on ne comprend jamais mieux les choses qu'en les vivant. Ça, c'est une réalité. C'est ce qu'on fait à l'école, des mises en situation, des cas pratiques, des simulations, et c'est valable aussi pour le handicap. Alors là, je vous parle des élèves, mais il est bien évident que l'école des avocats s'adresse non seulement aux élèves avocats, mais également aux avocats en exercice. Et donc, on en parlait avec M. Bottier tout à l'heure. Dans le cadre de la formation continue des avocats, nous allons aussi, je crois que c'est Anne-Sophie qui va s'y coller, puisque c'est notre référence, désolé Anne-Sophie, mais on a 17 barreaux, je précise, donc il faudrait normalement assurer la formation dans les 17 barreaux, mais le but c'est de proposer une offre de formation continue, également aux avocats en exercice, en partenariat avec chacun des ordres qui composent notre ressort, pour sensibiliser tout le monde, faire prendre conscience et pour
voyez tout à l'heure, être ambitieux sur cette question du handicap, qui n'est pas une question anodine. Et je vais essayer de ne pas être trop long parce que je suis très bavard, mais j'en terminerai par dire que les écoles d'avocats sont également certifiées Calliope, donc c'est une certification qui est très exigeante et qui nous imposait d'avoir un volet handicap dans notre présentation. Et sur notre nouveau site internet, on a donc une page qui est dédiée, qui s'appelle l'école accessible à tous, et sur laquelle donc, on explique que tout le monde est bienvenu, qu'on se mettra en cadre pour faire en sorte que chaque élève puisse suivre dans les meilleures conditions, et en indiquant également en référence tous les organismes régionaux qui permettent d'accompagner les personnes en situation de handicap. Parce que je suis parti du principe que toutes les personnes qui arrivent chez nous sont faites de la question, mais c'est une erreur. Parce qu'on peut très bien être en situation de handicap du jour au lendemain, suite à un accident, suite à une maladie. Et donc il y a des personnes qui peut-être un jour frapperont à la porte de mon école et n'auront pas bénéficié du magnifique parcours proposé par l'université. Et à ce moment-là, il faudra bien nous qu'on soit capable d'assumer cette situation et de les accompagner au mieux. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai prévu de donner la parole à Sophie. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Oui, je vais lui laisser la parole parce que c'est notre référente. Donc je vais m'effacer juste en quelques secondes à son profit. Merci. Bonjour, je suis Anne-Sophie Listebelin, avocat au barreau de Béziers. J'ai été désignée comme référente par le CNB pour l'école d'avocats de Montpellier. Monsieur le directeur, vous aviez bien précisé effectivement ce rôle, mais quelques petites indications peut-être sur le contenu et surtout sur finalement la visée du CNB lorsqu'il a décidé de mettre en place cette formation. En fait, ça part d'un constat, je pense que ce sera développé tout à l'heure. Il y a en France entre 17 et 23 millions de personnes en situation de handicap et on s'est aperçu que très peu allaient voir des avocats pour faire valoir leurs droits. Donc ce constat a fait bouger nos instances nationales, bien sûr. Le CNB, donc, avec le défenseur des droits, mais aussi des associations, notamment Droit Pluriel, qui a été à l'origine en grande partie de la plaquette pédagogique, ont décidé de faire bouger les choses et de sensibiliser les avocats afin qu'il n'y ait pas de rupture d'accès au droit, de rupture d'égalité. Parce que, en fait, ce qu'on demande aux avocats, ce n'est pas seulement de rendre accessible leur cabinet d'un point de vue matériel. La réflexion va bien plus loin. Les personnes qui ont été interrogées ont expliqué qu'en fait, ils ne franchissent pas le pas du cabinet d'avocats car ils ne savent pas comment ils vont être reçus, comment leur handicap va être perçu et comment va être traité. Et à partir de là, ils ne font pas cette démarche. Donc, nous sensibiliser en tant qu'avocats à ce problème de handicap, bien sûr, va permettre peut-être de modifier nos pratiques et de permettre un accès qui soit véritable pour les personnes en situation de handicap. Au niveau de la formation que j'ai dispensée hier, en fait, on a essayé de voir avec les élèves avocats, donc futurs avocats, quel était le rôle dans l'accompagnement d'une personne en situation de handicap, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que cette personne se sente en confiance et surtout que l'on puisse bien faire son travail. Je vais prendre un exemple très rapide. L'avocat est amené à intervenir lorsque une personne est hospitalisée d'office. Et il est vrai qu'un jeune avocat connaît la procédure, on sait qu'il faut vérifier la régularité de la procédure, mais quid de l'entretien avec quelqu'un qui est schizophrène ou qui est bipolaire? Comment on fait? Comment fournir une défense efficace si l'on n'est pas capable d'établir un contact avec son client? Donc c'est aussi sensibiliser donc, les futurs avocats pour la formation initiale à ce défi, mais également, comme on vous l'a dit, pour les avocats d'exercice par le biais de la formation continue. Car on s'est aperçu que, ça a été dit, les avocats ne sont pas modernes dans ce domaine-là. Et encore une fois,
matériel de l'accès, c'est vraiment sur le plan humain. Et c'est vrai que le CNB a énormément insisté là-dessus, sur finalement l'accueil de la personne en situation de handicap et le rôle de l'avocat, certes, pour la défendre, mais aussi pour l'accompagner. Et là aussi, les courts-métrages qui ont été proposés dressent un bilan quand même assez négatif de cet accès à la justice. Parce que certes, les palais de justice sont équipés pour recevoir des gens qui ont des variations motrices, visuelles ou auditives, mais en pratique, lorsqu'on arrive dans un fauteuil roulant, dans une salle de tribunal correctionnel et qu'on est à la barre, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas au même niveau que tout le monde, ou encore lorsque quelqu'un va pouvoir, on va lui demander de signer un document et ce dernier va indiquer au magistrat qu'il a des problèmes visuels et qu'il ne peut pas le faire, eh ben, cette personne-là, elle se sent gênée, elle se sent diminuée, stigmatisée. Et ce que veut aujourd'hui le CNB, c'est avancer en ce sens, afin que ces personnes ne soient plus stigmatisées et ne se sentent plus en infériorité, pour que l'accès au droit, finalement, soit efficace. Un accès au droit qui n'est que dans la théorie ne sert à rien. Et par rapport à ce constat, bien sûr, qui est quand même assez dramatique aujourd'hui, c'est ce qui nous a été dit, il faut réagir. On est toujours sous l'empire de la loi de 2005. Je pense que tous ces travaux vont sûrement déboucher sur de nouvelles lois qui, finalement, ont une visée un peu différente de cette ancienne loi, puisque ce qu'on nous a présenté, c'est qu'aujourd'hui, il faut transformer la société et non pas l'adapter. Parce que finalement, la situation de handicap est en train de devenir une norme. Il faut penser cette définition-là. Et finalement, le handicap, c'est aujourd'hui, c'est la définition qui a été proposée et que je trouve assez judicieuse, une variation dans le fonctionnement. Et si l'on prend cette définition, on n'est plus dans le handicap comme un attribut de la personne, mais on est dans une forme de variation, une diversité. Et c'est vrai que ce travail de définition va permettre, je pense, de faire bouger les choses dans la pratique et de pouvoir donc sensibiliser, former les professionnels du droit pour qu'on puisse avoir une justice, bien sûr, effective, efficace pour l'ensemble de la société. Merci beaucoup. À ce stade, est-ce que vous avez déjà un premier lot de questions pour nos panélistes par rapport à ce qui a été évoqué? Tout est clair? Oui, allez-y, madame. Question éventuellement par rapport à l'examen en tant que tel, est-ce qu'il y a une adaptation aussi par rapport à la notation, par exemple? Alors, adaptation des examens, question qu'on a régulièrement pour le CRFPA et qu'on a aussi pour l'université en tant que telle. Oui, les examens sont adaptés. Alors, la chose classique que l'on connaît, c'est le tiers-temps, qui est en fait un temps majoré, et selon la situation de handicap, ce temps majoré peut être plus ou moins long, c'est-à-dire inférieur à un tiers-temps supplémentaire, mais jamais supérieur à un tiers-temps. Cependant, on peut rajouter un temps de pause pour permettre à l'étudiant de déambuler ou dans les arrêtés, il y a ce type d'aménagement. Vous avez également l'assistance d'une personne, par exemple pour rédiger à la place, pas rédiger, je m'entends, pour écrire la copie à la place de la personne qui va dicter, par exemple. Vous pouvez avoir une reformulation du sujet. Voilà, et ça marche pour l'entrée dans la profession. À la sortie, en revanche, je ne sais pas, ça au niveau du pré-CAPA c'est fait, au niveau du CAPA, je ne sais pas si vous avez ce type d'ajustement. Il y a des ajustements qui ont été demandés cette année, on va voir la réponse de comment c'est fait. Non, en réalité, ce que j'ai dit tout à l'heure, très humblement, c'est que nous copions ce que fait la fac, c'est-à-dire que les élèves qui sont dans ce genre de situation nous expliquent comment ça s'est déroulé. En général, c'est très bien fait. Et donc, je fais pareil. Voilà, tout simplement. Donc, on ne va pas changer d'un fonctionnement qui a bien marché, qui a fait ses preuves pendant 4-5 ans à l'université. Voilà, donc on s'appuie beaucoup. Il ne faut pas oublier que l'école des avocats est très partenaire avec les facultés de droit et les universités. C'est pas du tout
lorsqu'il y a des problématiques telles que celle du handicap, il n'y a aucune honte à s'appuyer sur ce que font les autres lorsque c'est bien fait. Ce que je vous propose, c'est qu'on applaudisse nos panélistes. Ce qu'on va voir dans les instants qui arrivent, c'est qu'on essaie de bien comprendre la profession d'avocat, où est-ce qu'elle en est par rapport au handicap. Et c'est vrai que si elle a bougé, pour bien comprendre que le justiciable en situation de handicap était un client potentiel et un usager qu'il fallait accompagner, comme Microsoft a compris que 30% de son marché sur un marché en situation de handicap dans 25 années, il y a aussi des choses qui peuvent être faites pour accompagner les cabinets d'avocats à recruter des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est notre job au sein de Droit comme H, que d'arriver à essayer de faire changer les lignes à l'intérieur de la profession d'avocat, et notamment pour faire changer les lignes, comme vous le disiez très justement, il faut un point de départ. Et donc ce que je vous propose, on va le faire assez rapidement, parce qu'on a la chance d'avoir des témoins après, mais c'est de vous donner 2-3 idées sur la situation de la profession par rapport au handicap. L'idée qu'on a retenue pour réaliser ce questionnaire, c'est de partir de la responsabilité sociétale du cabinet d'avocats. Aujourd'hui, tout le monde veut faire de la RSE. Tout le monde veut être green. En plus, économiquement, pour un cabinet, c'est assez économique. Tout le monde veut de la gouvernance. Ça, c'est un petit peu provoque comme sujet dans un cabinet. Et tout le monde, en tout cas, veut des collaborateurs heureux, puisque former pendant 5 ans des collaborateurs qui deviennent malheureux, qui partent peut-être en entreprise, mais ne sont pas systématiquement nos clients, c'est pas forcément comme ça qu'on va réussir à faire une profession forte. Alors derrière, on a pris la décision, il y a 2 ans maintenant, d'interroger le marché, et on a la chance d'avoir une vingtaine de cabinets qui vont répondre chaque année, j'espère un petit peu plus cette année, et des cabinets qui sont aussi bien des cabinets français que des cabinets internationaux. Les cabinets français sont peut-être moins encouragés par le siège de New York ou de Londres à s'embarquer dans ces questions de développement durable. Et pourtant, on voit qu'ils sont sensibles à ce type de questions. Pourquoi? Parce que les jeunes à l'université notamment ont cette sensibilité qui font que demain, ils ont envie de travailler plus avec des cabinets qui ont les mêmes valeurs qu'eux et les vivent surtout. Quand on parle de handicap, ce qui est intéressant, c'est de voir que les collaborateurs qui sont titulaires de la RQTH ou de la TIH, donc qui est vraiment le label qui vous permet d'être reconnu en situation de handicap. En fait, en l'état actuel, les cabinets qui nous ont répondu, les personnes en situation de handicap sont beaucoup dans les fonctions support. On trouve actuellement relativement peu d'avocats, et quand vous regardez le nom des cabinets d'avocats qui sont engagés et qui ont répondu, vous voyez, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, que ce sont des grandes structures qui ont peut-être plus de capacité d'absorption que des petites structures, et c'est un premier enseignement. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, on a plutôt un terrain favorable. Alors, je ne sais pas au niveau du barreau de Montpellier comment cela se traduit, mais il y a une volonté quand même des cabinets d'avoir une démarche RSE qui est demandée par un marché qui soit plus grande. Et vous voyez qu'une majorité de cabinets déclarent cette démarche, et déclarent cette démarche depuis assez longtemps. Ce que l'on voit quand même, c'est que c'est centré sur des politiques environnementales, c'est centré sur l'égalité des genres, et c'est vrai, alors je vais prendre Ombao à Paris, je vais commencer à Montpellier, mais l'égalité des genres a été une vraie question. Il y a même un cabinet qui s'exerce au bonheur au travail. Mais ce qui est intéressant, on parlait du CNB, de l'encouragement du CNB. Le CNB, en 2017, avait proposé un cadre de référence de responsabilité sociétale des cabinets d'avocats, qui, dans son chapitre 9, possède 10 mesures potentielles sur le handicap et comment s'en emparer. Et en fait, très peu de cabinets connaissent ce cadre. Donc, on part de loin. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas qu'à Montpellier, c'est partout pareil, on part de loin. Et on a quand même un terreau qui est un petit peu favorable, mais plus sur les questions d'égalité des genres, plus sur les questions de gender, plus sur les questions de discrimination par l'âge ou l'orientation sexuelle. Aujourd'hui, il n'y a aucune mention, je vais y arriver, du handicap dans les cabinets qui nous ont répondu. Et quand on les interroge pour savoir qu'est-ce qu'on fera demain,
Vous voyez que ce sont toujours les problèmes de diversité qui préoccupent les cabinets, que ce sont toujours les problèmes d'égalité femmes et hommes, qu'il y a quelques cabinets, notamment américains, qui sont très en avance sur le handicap mental, mais qui n'en sont pas au point d'intégrer le handicap mental dans leurs avocats. Vous avez un petit peu de mobilité sociale et de handicap demain pour un seul cabinet. Et c'est vrai que ça peut poser des questions dans un marché où, lorsque l'on regarde de manière objective les choses, en fait, le niveau de connaissance du handicap par les cabinets est relativement limité. Il est connu sur la partie financière, c'est-à-dire combien coûte la dîme que l'on doit à la GFIP lorsqu'il n'emploie pas les 6% de salariés en situation de handicap au-delà des 20 salariés, sauf que les cabinets d'avocats dans le ressort qui ont plus de 20 salariés, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc on est déjà naturellement pas forcément intéressé à prendre en compte ces différents éléments. La deuxième chose, c'est qu'on a la difficulté d'un monstre administratif qui gère un petit peu tout ça, entre la MDPH, la GFIP, toutes ces choses-là, et que le niveau de connaissance peut être satisfaisant pour une grande entreprise pour connaître ces différents mécanismes de financement. C'est un petit peu plus compliqué, sauf si on est ici à plusieurs, pour le comprendre pour notre profession. Et derrière, on voit qu'en fait, les recrutements qui ont eu lieu sont des recrutements qui se sont faits par hasard. Vous voyez qu'un tiers des cabinets qui ont répondu n'ont pas eu l'occasion de recruter des gens en situation de handicap. On va revenir pourquoi. La difficulté du sourcing, c'est pas un très joli mot, mais pourquoi est-ce qu'on trouve si peu de personnes sur le marché? Si vous prenez droit comme un H, en fait, on suit 15 jeunes. On ne fait pas de discrimination positive, on prend des gens qui ont des CV qui pourraient rentrer chez nos partenaires, qui sont Freshfield, Alain Overy, de Gaulle-Florence, le cabinet auquel j'appartiens, PDGB, avocat, des cabinets d'affaires, parce qu'on veut montrer que les personnes en situation de handicap peuvent pas travailler dans des structures et étonner des avocats. Et la deuxième chose, c'est côté entreprise, on travaille avec des cocktails Palmolive, avec des Tereos, avec des Decathlon, donc des sociétés aussi qui sont un petit peu brillantes. Mais le recrutement, en fait, est extrêmement compliqué et se fait sur un total hasard. Il n'y a pas de cabinet qui ait structuré sa démarche pour pouvoir récupérer quelqu'un. Alors pourquoi c'est comme ça? Et j'en finirai par ça. La première chose, je ne sais pas si autour de nous il y a des personnes en situation de handicap, mais elles se reconnaîtront très certainement. Ce que l'on voit avec tous les jeunes qui nous rejoignent, ils ont été éduqués pour être comme tout le monde. C'est-à-dire que les parents, l'environnement social, eux-mêmes, a tout fait pour que le handicap ne se voit pas. Donc vous avez le handicap visible, si vous prenez non-voyant plus fauteuil, pour prendre le vrai visible, ça fait 2% à 4% de la population. 80% de handicap non visible. Autant vous dire qu'à ce jeu-là, on peut se cacher assez facilement. Deuxième chose, cette difficulté à en parler, et on parle presque de coming out avec les jeunes qui rejoignent le programme, et un de nos jobs, c'est de leur permettre de parler en public de leur handicap. C'est la conséquence des décrochages et de l'isolement. Alors, à la fac de droit, à Montpellier, ils sont encadrés, mais il y a beaucoup de facs où c'est un petit peu plus compliqué et où du coup les jeunes s'isolent parce qu'ils n'arrivent pas à être comme tout le monde, ou simplement quand vous avez des difficultés d'audition, vous pouvez être dans un amphi et discuter avec des gens. Par contre, si vous allez boire des coups au café, si vous n'avez pas une application qui s'appelle Trava, vous n'arriverez pas à entendre et suivre les conversations des gens. Du coup, au bout d'un moment, comme les étudiants, comme les jeunes à l'école sont très charitables, si vous ne suivez pas la conversation, on ne va pas forcément faire attention à vous et on va vous marginaliser. Et là, on a un jeune qui vient de rentrer dans l'association, qui est malentendant et qui ne connaissait pas cette application. Donc ça vous donne un petit peu quand même le point de départ de tout ça. Il y a un manque d'information des enseignants. Alors là-dessus, c'est vrai que vous avez une université qui est très en avance. Si je prends l'université Paris 2, où j'ai été prof associé pendant quelques années, c'est beaucoup plus artistique, on va dire, même s'il y a des moyens physiques qui sont très performants. L'information des enseignants, et notamment au moment du Covid, n'a pas été très satisfaisante. Donc il y a des profs qui ont réussi à envoyer des slides à des non-voyants. Et oui, l'inadaptation des examens et leur préparation,
Ça, c'est vrai qu'on a tous les ans des remontées sur les IEJ d'IEJ. Il y a des jeunes en situation de handicap qui passent leur examen. Il n'y a pas forcément un accompagnement des IEJ par le CNB pour savoir comment est-ce qu'on peut adapter des sujets. Et ça, c'est quand même quelque chose qui reste important. Et puis, dernière chose, on le voit avec des jeunes qui sont chez nous, c'est que finalement, c'est assez avantageux de pouvoir garder son handicap pour soi et de le sortir au dernier moment si c'est nécessaire. Donc j'espère que je ne me choque pas quand je vous donne ça comme élément, mais c'est vrai qu'on a un véritable déni de RQTH. Pourquoi? Parce qu'on veut être comme les autres. Et ça, il n'y a pas d'âge. Alors vous allez me dire, mais les cabinets d'avocats pourraient être meilleurs. Les cabinets d'avocats, et je vais peut-être vous choquer, pas tout de suite, le management et la volonté des associés. C'est vrai qu'un cabinet d'avocats, c'est une entité économique. C'est vrai que la perception du handicap, en général, c'est la sous-performance. Alors, je suis toujours un petit peu provocateur avec certains managing partners que je rencontre, en leur disant que l'avantage, quand on a des locaux haussmanniens qui sont très mal aménagés et que l'on porte l'étudiant en fauteuil roulant à la bibliothèque, il ne peut même pas aller prendre un café, il ne bouge plus pendant 8 heures jusqu'à ce qu'on redescende. Et là, en fait, il y a une sorte de malaise qui est en face de vous. La deuxième chose, pour l'avoir expérimenté avec un autre managing partner, qui m'a dit, Stéphane, je vous appelle parce qu'on a déménagé. On a enfin des bons locaux. Le fauteuil, je vous disais tout à l'heure, c'est 2 à 3%. Donc, on peut faire plein d'autres choses sans un fauteuil. C'est donc l'éducation, le renseignement et le fait qu'économiquement, on peut penser que c'est quelque chose de performant. Moi, je vais aller plus loin. Ce qui m'intéresse dans le handicap, faire du bien, c'est une chose, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est la rigueur de management que ça vous enseigne. Notamment quand vous travaillez avec des jeunes autistes, si vous n'êtes pas clair dans les instructions que vous allez donner, à ce moment-là, ça peut être le grand n'importe quoi. Et comme on n'est pas toujours naturellement bien éduqué en termes de management, c'est une contrainte qui n'est pas inintéressante pour faire progresser un cabinet en termes de management. De même, en termes de symétrie des attentions, il y a tout un tas d'éléments qui permettent vraiment d'arriver à faire progresser le management d'un cabinet grâce au handicap. Il faut juste en être un petit peu persuadé et persuader ses associés. Ça prend du temps. Ça prend du temps quand on rencontre pour la première fois un cabinet d'avocats ou une entreprise. Entre la première rencontre, les formations qu'on fait pour accompagner des personnels qui vont accueillir ces personnes en situation de handicap, en général, il se passe 2 ans avant l'arrivée du premier stagiaire. Donc c'est quelque chose qui est long. Donc économiquement, c'est pas évident pour un cabinet. C'est pas évident d'être à sa tête pendant 2 ans. C'est donc un investissement important. La chose qui va vous choquer, je peux la dire maintenant, c'est la réaction des collaborateurs. Dans certains cabinets, les collaborateurs nous ont dit, mais c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. C'est comme les jeunes qui, au troquet, avec le jeune homme sourd, le marginalisaient. C'est la vie, il faut savoir. C'est qu'en fait, il y a des collaborateurs qui disent « Je ne me suis pas arraché pour arriver dans ce cabinet excellent, pour bosser avec des personnes en situation de handicap. » Ce qui montre qu'on a encore quelques progrès, parce qu'on ne connaît pas 9 fois sur 10, et que toutes les opérations de sensibilisation qui sont faites à l'université ou en école d'avocat, comme vous copiez l'université à l'école d'avocat, en fait, vous pourriez peut-être proposer aux étudiants vos formules de sensibilisation, parce que ce qu'on constate, c'est que quand les étudiants sont plus sensibilisés au handicap, en général, les choses se passent assez bien. Et puis, du coup, ils nous confient des difficultés de sourcing au niveau du recrutement, et c'est vrai que comme tout le monde se cache, le handicap est invisible. Et là, on a des difficultés à trouver des jeunes en situation de handicap. Et il faut savoir une chose, c'est que la question que vous pourriez vous poser sur l'adaptation des postes, en fait, pour les personnes qui sont en capacité de travailler, vous avez 80% de ces personnes qui ne nécessitent pas d'adaptation de poste, adaptation physique. Le problème, c'est que ça nécessite une adaptation de management. Et c'est certainement ce qui est le plus compliqué, et on commence à avoir des anciens dans le programme, on a 7 alumni. Ce que l'on observe, c'est que les cabinets d'avocats qui les recrutent avec plein de bonne volonté, au bout de 2-3 ans, ont des problèmes à tenir la distance en termes de management et de symétrie des attentions. Et donc, la dictature du chargeable
et de la productivité arrive assez vite, même si vous n'avez pas des décrochages de productivité qui sont totalement incroyables. Et c'est pour ça que je pense que vos témoignages vont être importants pour arriver à voir comment est-ce qu'on peut progresser sur ces différents éléments. Alors, j'ai plein d'autres slides que j'aurais pu partager avec vous, je vous les enverrai si ça vous intéresse, bien entendu. On est en train de faire une troisième interrogation, j'espère que Marc Montpellier répondra à cette enquête. Mais l'idée, c'est qu'on arrive à permettre aux gens de se poser la question, pourquoi pas le handicap? Et ça, on part un petit peu loin, mais on est là pour aider tout le monde. Comment on le fait? La sensibilisation, ce qu'on fait à l'école d'avocat est extrêmement bienvenu. Hein. C'est la même chose sur le harcèlement, sur toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut accompagner nos confrères à mieux connaître, mieux savoir que les temps ont changé, mieux savoir que l'éducation guerrière qu'on a pu recevoir dans les gens de la génération est un petit peu différente aujourd'hui. C'est travailler avec droit commun, bien entendu. C'est aussi pouvoir s'engager personnellement. Alors, je ne sais pas dans la salle qui est impactée par des personnes en situation de handicap, mais honnêtement, moi, si j'ai créé l'association, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une étudiante que j'accompagnais qui s'est trouvée dans un fauteuil et qui voulait se suicider, et qui était en Corée, et c'est ce qui m'a fait bouger les fesses et apprendre tout ça. C'est pas quelque chose de naturel que l'on fait naturellement, et ce que l'on voit dans les personnes qui s'impliquent, notamment dans les cabinets qui travaillent avec nous, c'est qu'en général, elles ont dans leur famille et dans leurs proches des personnes en situation de handicap. Donc ça veut dire peut-être que si on arrivait à mieux familiariser les uns et les autres avec les situations de handicap, à ce moment-là, on pourra arriver très certainement à avoir des éléments d'éducation qui faciliteraient l'arrivée des jeunes en situation de handicap. Je vais m'arrêter là. Est-ce que Mélanie me rejoindrait toutes les deux, non? Sous les applaudissements nourris. Pour ceux que ça intéresse, on a la même enquête pour les directions juridiques. Et conseil à peu près. Alors, Mélanie. Bon, comme vous voulez, qui commence. Réaction par rapport à ces chiffres. Je ne saurais pas dire la réaction par rapport à ces chiffres. Je pense qu'effectivement, il y a un besoin de changement de culture et que ça marche quand les gens ont envie de s'engager, quand ils comprennent, enfin, de ce que tu expliquais, c'est que finalement, quand on sensibilise, ça peut fonctionner. Tu es avocate depuis 20 ans? Ça fait, 19 ans. Acceptation dans la profession, arrivée dans la profession, est-ce que tu t'es retrouvée en fait dans certains éléments qui m'ont mis en valeur? Isolement, ouais, décrochage. Oui, bien sûr. Oui, je me suis retrouvée sur certains éléments, effectivement, que tu as mis en évidence. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'être handicapé quand on est avocat. Quand on rentre dans cette profession, on doit être, performant, on ne peut pas dire à un client, oui, je suis en situation de handicap, sinon on ne peut pas le dire à son boss non plus. A priori, c'est pas, je pense que c'est... Et on n'a pas envie d'être handicapé non plus, a priori. On a envie d'être, ce que tu disais, on a envie d'être comme tout le monde, c'est vrai. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de vous aider mieux? Alors déjà, je pense que c'est important que des personnes qui sont en situation de handicap et qui sont avocats le disent. Donc voilà, moi je suis en situation de handicap. J'ai un trouble attentionnel très important qui fait que je suis même sous traitement Ritalin. Et quand j'ai commencé la profession d'avocat, je ne le savais pas. Et donc j'ai découvert assez rapidement que je n'étais pas du tout adaptée à cette profession d'avocat. Ça nécessite énormément d'organisation, de gestion de délai, du multitâche. Voilà, donc j'ai fait un burn-out au bout de 2 ans. Je pense que je suis une très bonne juriste, voilà, c'est pas incompatible. Mais par contre, je pense que j'aurais pas... Enfin, il y a 20 ans, si on m'avait expliqué clairement qu'est-ce que c'était que la profession d'avocat, et si j'avais compris comment je fonctionnais, probablement que je n'aurais pas été avocate. Et donc effectivement, au bout de 2 ans, je me suis
Donc voilà, résultat, 19 ans plus tard, je suis toujours avocate. Mais vous voyez, le principe du tiers-temps... heureuse quand même. Oui, parce que j'ai vachement bossé, pour être heureux, entre guillemets. J'ai bossé sur comment je fais pour m'adapter moi à cette profession. Du coup, ma profession ne s'adapte pas à moi. Mais concrètement, oui, je voulais dire, à la fac, il y a le tiers-temps. Vous savez. Bon, moi, j'en ai pas bénéficié, ce qui fait que j'ai jamais réussi à finir aucun de mes examens. Voilà. Bon, j'avais de la chance, ce que je faisais était correct. Donc, du coup, j'avais la note sur ce que j'avais le temps de faire. C'était déjà pas mal. Mais en fait, quand on est avocat et qu'on a un handicap invisible, en fait, la barrière d'ajustement au niveau du temps, c'est votre emploi du temps à vous. C'est-à-dire que quand des personnes travaillent 35 heures, quelqu'un qui a un trouble attentionnel qui n'a pas d'aide, en travaille 50. Donc comme un avocat, en général, ça travaille plutôt 45-50 heures, imaginez un avocat qui a un trouble attentionnel, ça peut travailler 60 heures, 70 heures. Donc en fait, tu es en train de dire qu'un avocat avec des troubles attentionnels travaille plus et peut facturer plus que... Non, il ne peut pas facturer plus. J'essaie de convaincre... Non, il ne peut pas facturer plus, mais je veux dire, en fait, le problème c'est que pour compenser son handicap, c'est comme ça que j'ai fait un burn-out au bout de 2 ans quand j'étais collaboratrice, c'est que j'étais obligée de travailler beaucoup plus que la moyenne des gens, et quand on est collaborateur en démarrage, on a déjà beaucoup de travail. Et on a beaucoup de choses à apprendre, et moi je me fais 3 fois plus de temps que les autres. Donc, et en plus j'étais jeune maman, du coup ça fait un petit peu beaucoup de choses en même temps. Voilà. Donc après j'ai essayé d'arrêter d'être avocate. Donc j'ai fait plein de choses pour essayer d'arrêter d'être avocate. Puis finalement je me suis mise à mon compte et je me suis rendu compte que bon, même si ça m'obligeait à travailler beaucoup, ça me permettait quand même de pouvoir m'adapter pour ma vie de famille. Être salarié, c'était pas forcément évident, et puis c'est vrai qu'il y a 15 ans, trouver un poste de juriste à Montpellier, c'était pas facile. Donc voilà. Alors après, ce que j'ai fait, j'ai essayé de changer la manière d'exercer. Donc c'est pour ça qu'il y a 3-4 ans, j'ai créé l'incubateur du barreau de Montpellier, parce qu'en fait, je trouve que quand on a des troubles de l'attention, on peut être des bons juristes, mais on est surtout très créatifs. Parce qu'en fait, ça développe des compétences de créativité. Et j'avais vachement envie d'innover, sauf qu'il n'y avait rien pour innover dans la profession d'avocat. Donc je me suis dit, je vais proposer de faire l'incubateur. Bon, ceci dit, c'était quand même aussi beaucoup sous l'influence et la proposition d'une certaine Elodie Manon-Miller qui est ici. Et en fait, moi, comme la profession telle qu'on l'exerce ne me convenait pas, j'ai décidé de créer une entreprise innovante pour changer la manière d'exercer la profession, et donc je me suis associée avec une association belge, et en gros on travaille sur un projet pour améliorer l'accès au droit pour les personnes âgées et plus tard les personnes handicapées. Donc en gros tu dis, arrive un moment où finalement le mieux c'est de créer son job. On le voit avec des avocats, à commencer par mon président qui a travaillé dans pas mal de grosses maisons et qui finalement a créé lui-même son cabinet en tant qu'avocat pénaliste. Il est ancien secrétaire de la Conf, mais qui n'a pas réussi à exercer et être associé dans une grosse structure. Alors, j'ai essayé de rentrer dans une grosse structure il y a quelques années. Et donc la première chose que j'ai dit, c'est que j'étais handicapée. Parce que franchement, c'est super important de le dire. Parce que je ne veux pas qu'on me recrute pour ce que je ne suis pas. C'est-à-dire une personne hyper carrée, organisée, toujours... non, ça c'est pas moi. Donc je préfère dire, voilà, moi j'apporte de la créativité, des très bonnes compétences juridiques, une énorme empathie. Je peux apporter ça, mais par contre, l'organisation, tout ça, c'est pas mon truc. Donc j'ai été sourcée par un cabinet d'avocats, un gros cabinet qui était potentiellement intéressé par mes compétences. Mais c'est vrai que quand on fait un mail en expliquant tout ce qu'il faut mettre en place pour que ça puisse fonctionner correctement compte tenu de mon mode de fonctionnement, que j'ai appris, parce que je suis allée voir une ergothérapeute pour apprendre comment moi je fonctionnais et comment je devais m'organiser pour ça. En fait, il m'a dit quand même, avec votre truc, ça a l'air compliqué. Donc c'est pas forcément évident, même dans un gros cabinet d'avocats, ça paraît compliqué, voilà.
type de handicap, Christelle expliquera sa situation. Je pense que c'est pas évident pour un cabinet d'avocats, c'est ce qu'on échangeait tout à l'heure, c'est que même si c'est un cabinet d'une taille importante, je veux dire, le management qui se fait aussi au niveau, on va dire, resserré, quoi. Et du coup, je pense que on est quand même une profession, on est nombreux, on est à peu près 70 000, je pense, en France. Ce serait quand même pas mal que notre profession s'organise au niveau, si ce n'est national, au moins au niveau des ordres, pour fournir des services pour aider, par exemple, moi, vous voyez, aujourd'hui, je suis RQTH, mais il faut encore que je fasse quantité de démarches pour bénéficier des aides auxquelles j'ai droit. Sauf que j'ai évidemment pas le temps de m'en occuper. Et du coup, s'il y avait, si à l'ordre, on avait des gens pour nous aider, et je pense que Christelle est exactement dans la même situation, c'est qu'on a droit à des trucs, mais il faut faire des dossiers, des machins, et on ne sait pas forcément ce à quoi on a droit d'ailleurs. Ce qui fait qu'on ne va pas les mobiliser. Alors que si au niveau de la profession déjà, on pouvait expliquer, on pouvait nous fournir un support pour ça, ça nous aiderait franchement. Et je pense que... Je pense que c'est Noël et que M. Bâtonnier a donc bien entendu la commande. En gros. Christelle, vous êtes passée par l'entreprise avant de rejoindre notre profession. Est-ce que c'est plus facile l'entreprise que l'avocature? Alors, oui, parce qu'en fait, si j'ai décidé de passer pour devenir avocate, c'est parce que je m'ennuyais en entreprise. Donc oui, c'est plus facile. Par contre, je n'étais pas handicapée encore à ce moment-là, au moment où j'étais en entreprise. En fait, mon handicap s'est déclaré. Donc c'est une maladie dont je suis atteinte depuis l'âge de 20 ans, une maladie dont on parle depuis peu, pour laquelle il n'existe aucun traitement. C'est une maladie chronique avec des douleurs extrêmement invalidantes. On en parle depuis peu parce que certaines actrices ou chanteuses sont connues. Voilà. J'ai en fait été diagnostiquée alors que je l'ai depuis l'âge de 20 ans, seulement en 2016, donc au bout de 20 ans. Voilà. J'ai été diagnostiquée en 2016 et j'ai subi une longue intervention chirurgicale qui a duré 5 heures, puisqu'en fait elle était au stade la plus grave de la maladie, parce que ça avait atteint mon système digestif. J'ai failli perdre d'ailleurs des morceaux de mon intestin. Tout ça pour vous dire que en fait, j'ai subi à ce moment-là un très long arrêt de travail, très long, de 6 mois. J'ai subi un autre long arrêt de travail en 2018 du fait de ma grossesse, cette fois-ci miraculeuse, sur lequel j'ai dit au médecin, oui, vous voulez me mettre en arrêt de travail à temps complet, mais ce sera non. Ce sera non, parce que je veux bien un temps partiel, mais je suis désolée, j'ai pris une prévoyance. Prévoyance que par chance d'ailleurs j'ai prise avant d'être diagnostiquée, ce qui fait que je n'ai pas les exclusions de garantie ou les surprimes, etc. J'ai pris une prévoyance, oui j'ai le LPA, mais ça ne couvre pas mes charges et ça ne couvre pas ma rémunération. Voilà. Et du fait de ces deux arrêts de travail très longs, j'ai connu des difficultés financières graves au sein de mon cabinet qui m'ont obligée à mettre en place une procédure de sauvegarde. Ce n'est que depuis septembre 2021 que j'ai la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il faut absolument être comme tout le monde. Mais il est vrai que j'ai 2 heures, je dois poser de l'électrostimulation sur mon corps 2 heures par jour. J'ai une séance de kiné par semaine. J'ai une séance de nutritionniste maintenant, on était une fois tous les 15 jours, maintenant une fois par an, tous les 3 mois. Qu'est-ce que j'oublie? J'ai tellement de traitements et de médecins que je dois voir que j'en oublie. Donc tout ça, quand on travaille 50 heures, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc avec la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ce que j'envisage, alors là je viens seulement de contacter Cap Emploi la semaine dernière. Non, je vous ai dit mercredi tout à l'heure. Je l'ai fait mercredi. Avant de dire. Ouais, voilà, c'est ça. Je l'ai fait mercredi pour essayer de recruter une juriste sur une journée et demie par semaine pour m'alléger du temps. Parce qu'en réalité, moi, ce qui va me déclencher des douleurs, ça va être l'état de fatigue. Et la douleur va déclencher de la fatigue. Et je suis dans un cercle vicieux. Le stress déclenche de la douleur. Donc voilà, sinon c'est l'opiacé. Et l'opiacé, quand on veut travailler,
c'est compliqué aussi. J'en ai en cas de crise violente, j'en ai, j'ai des os cassés que l'alvéologue m'a prescrit. J'avoue que comme ça met le cerveau un peu à l'envers, j'évite de les prendre pour pouvoir travailler. Voilà. Donc c'est pas toujours évident, effectivement, la profession d'avocat avec des handicaps. C'est-à-dire que quand on a un patron, il faut qu'il ait quand même une souplesse d'organisation assez forte. Dans le milieu du travail, par exemple, si j'étais salarié, ce que je sais de mon expérience à la Mutuelle des motards quand j'étais salarié, ou quand même le handicap, alors que c'était quand même il y a 10 ans aujourd'hui, l'handicap était quand même bien pris en charge au sein de cette entreprise. On a déjà une vraie politique d'inclusivité. C'est qu'on aurait mis en place une journée et demie par semaine de repos, sans difficulté. Voilà. On aurait fait ça, on aurait accepté que les jours de crise violente, je sois absente et je bénéficierais des arrêts de travail sans trop me poser de questions et sans me dire mince, comment ça va se passer sur ma trésorerie. Oui, c'est le caractère libéral en fait qui pose problème. Et alors je ne sais pas du tout comment ça se passe au niveau CNDF, je vois que j'avais regardé. Alors c'est le LPA. Au départ, mon premier arrêt de travail donc en 2016, il y avait 45 jours de carence sauf hospitalisation. D'accord. Voilà. Donc j'ai eu, comme j'ai une intervention chirurgicale est intervenue en novembre et que j'ai été hospitalisée, que j'ai été en arrêt maladie dès le mois de mai, j'ai eu ces 45 jours de carence. Depuis, le barreau a signé une convention et c'est 15 jours de carence. Voilà. Ce qui a d'ailleurs été le cas pour mon deuxième arrêt de travail. Mais ça reste 15 jours de carence, ça reste long. Voilà, ça reste long. Par rapport à ce que vous avez entendu à l'université, à l'école d'avocats, les éléments de l'enquête, est-ce que vous diriez qu'on a plus d'espoir pour demain? Et quelles recommandations vous donneriez avec le recul? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous aider? Alors oui, pour moi, on a plus d'espoir pour demain. On a aussi nos propres, on compte, comme Mélanie disait tout à l'heure, sur nos propres capacités à trouver des solutions. Et puis, on sent que les choses s'améliorent petit à petit. Voilà, moi, ça me fait plaisir d'entendre qu'à l'université, il y avait une vraie politique d'inclusivité qui est assez impressionnante. Ça m'a fait plaisir d'entendre mon confrère, je suis passée par l'école, dire on fait tout ce qu'il faut faire. Et c'est vrai, alors pour ceux qui se destinent, c'est vrai, sa porte est ouverte. Parce que j'avais rencontré une difficulté qui était tout autre et qui n'avait rien à voir, parce que je ne l'ai pas encore diagnostiqué, mais il avait effectivement sa porte ouverte. Et il y a eu une adaptation de mon examen. Voilà, j'ai pu passer mon examen avec un jour de plus tard. Ouais, vous avez une chance incroyable, vous avez un des directeurs d'école d'avocats charismatiques, tout cela, Dumontet, NQKBD à Strasbourg, et à Lyon, ils sont aussi sympas. Non, c'est bon, j'ai une grosse voix. J'avais posé la même question à toi, avant que nos camarades puissent poser leurs questions. Comment est-ce qu'on pourrait être plus efficace demain? Comment est-ce qu'on pourrait accélérer les choses pour intégrer les jeunes qui sont peut-être là dans notre profession? Je pense qu'il faut effectivement ce que tu expliquais tout à l'heure. Voilà, le handicap, c'est pas handicapant, c'est une richesse. Et je pense qu'il faut inviter les personnes qui ont des fonctionnements qui relèvent du handicap de se faire reconnaître déjà. Donc il faut vraiment, même, je dirais presque qu'il faudrait non, mais il faudrait inciter. Tu vois, Christophe, je te demandais tout à l'heure, est-ce que tu demandes aux personnes si il y a des personnes en situation de handicap de manière proactive? Tu disais non, je dis tout type de problème. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait inciter les personnes à se faire reconnaître travailleurs handicapés et à communiquer, à se décomplexer totalement sur le fait de communiquer leur handicap, expliquer ce qu'est leur handicap, ce n'est pas une honte. Et effectivement, il y a une forme de pudeur qui est à respecter. Et je ne veux pas dire qu'il faut étaler sa vie forcément de manière détaillée. Mais il faut savoir que quand on est en situation de travail, si on explique son mode de fonctionnement, a priori, ça permet d'être mieux intégré. Donc je pense qu'il faut lever un peu cette idée de tabou autour des situations de handicap.
Et ça, je pense qu'il faut le faire probablement dès le lycée, enfin le collège, à l'école, le poursuivre à la fac. Et je pense qu'il faut expliquer à quel point c'est intéressant, entre guillemets, d'avoir leur reconnaissance travailleurs handicapés, qu'il n'y a pas de honte à l'avoir. Nous, on a autour de nous je pense à une personne en particulier qui depuis toujours me dit non, mais je ne veux pas me reconnaître travailleur handicapé, je veux être comme tout le monde. Il faut enlever cette idée de la tête, en fait. C'est très important de se faire reconnaître travailleur handicapé. Il faut le dire, l'assumer et mettre en évidence les atouts que ça peut représenter. Voilà, parce qu'une personne qui a une particularité, eh bien, il y a des inconvénients, puis il y a des avantages. Voilà, il faut vraiment valoriser. Souvent, les personnes qui sont dans ces situations-là ont un niveau de maturité plus important, une implication, une authenticité. Vous voyez, ça peut apporter des qualités qui sont essentielles pour l'exercice de la profession d'avocat, donc il faut vraiment les mettre en avant. Après, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, voilà, c'est que la profession d'avocat, attire ces personnes qui sont en situation de handicap, que ces personnes en situation de handicap se disent c'est super, je vais exercer cette profession, je vais pouvoir m'y intégrer correctement, je serai aidée, accompagnée, et du coup je vais pouvoir aussi à mon tour peut-être améliorer l'accès aux droits de personnes en situation de handicap parce que je saurai peut-être, je comprendrai mieux leur situation il n'y a pas encore de cabinet organisé comme ça. C'est un projet. En tout cas, moi je pense que c'est très cabinet compliqué. entièrement TIH. Ouais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les ordres doivent probablement agir, les écoles et les ordres doivent agir pour changer cette culture. Je vous dis, franchement, des avocats qui viennent et qui disent j'ai un trouble attentionnel, les gars, je suis super désorganisé. Et je me dis, mais je ne vais plus avoir aucun client, quoi. Bon, voilà, moi je le dis, mais il y a beaucoup de mes clients qui le savent aussi. Après, moi j'ai complètement changé mon mode d'exercice, donc j'ai réduit du coup mon activité telle qu'elle était avant, pour l'orienter plus sur une nouvelle type d'activité. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ça. Eh bien, je vous propose qu'on applaudisse nos... Avant de donner la parole à nos amis de l'IGAS qui nous ont concocté un petit morceau d'exclusivité, et je les remercie très sincèrement, je voudrais juste partager avec vous, alors je ne sais pas si ça va bien marcher, ce que fait l'association. Ça, si vous voulez le savoir, il y a un site web et je suis à votre disposition pour vous en dire plus. Mais peut-être, si on a le son, ce que j'espère, vous montrer un petit peu ce que ça fait et à quoi ça sert. Droit commun H, c'est une association qui s'est donnée pour objectif de faciliter, de promouvoir l'intégration de jeunes en situation de handicap dans les professions juridiques et judiciaires. On est là ce soir pour remettre le prix Barreau de Paris Droit commun H. Cette question du handicap, c'est une question à laquelle on s'est intéressé grâce d'ailleurs à Droit commun H pendant notre campagne, parce qu'on a découvert un monde qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait mal. Et c'est vrai que depuis quelques années, heureusement, on a assisté à une prise de conscience sur cette question du handicap, et notamment du handicap invisible, parce que on n'imagine pas que beaucoup de nos confrères souffrent d'un handicap invisible, et ça peut poser un certain nombre de difficultés d'intégration dans les cabinets, d'exercice professionnel au quotidien. L'idée de ce premier prix Droit commun H, c'est de récompenser les initiatives marquantes qui ont été réalisées dans l'année par des cabinets, des organisations étudiantes, par des entreprises en faveur du handicap dans les professions du droit. L'idée que l'on a, car ce chemin est long, c'est d'arriver à encourager en distinguant ces bonnes idées et en permettant aussi une meilleure diffusion de ces idées à travers les différents acteurs qui vont nous permettre demain de savoir que dans les professions du droit, notamment dans la profession d'avocat, eh bien, le handicap n'est pas du tout lié à la contre-performance, mais peut révéler un tas d'atouts incroyables en termes de progression de management. Comment est arrivée cette initiative au sein du cabinet? Qu'est-ce qui vous a inspiré
Est-ce que c'est un vécu personnel? Est-ce que c'est une démarche sociétale? Est-ce que, voilà, quel regard vous posiez peut-être avant et maintenant, désormais, sur cette prise en compte du handicap au sein du cabinet? Vaste question. Je pense que c'est tout simplement, on s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait faire en faveur des personnes en situation de handicap. Et puis on avait eu un certain nombre de retours d'expérience de stagiaires ou de collaborateurs qui étaient parfois en situation de handicap sans que nous le sachions, et avec lesquels on avait discuté, qui nous avaient expliqué la difficulté qu'ils avaient éprouvée dans leur parcours universitaire à pouvoir se projeter parfois dans une vie professionnelle totalement accomplie, et puis lors de l'entrée sur le marché du travail. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, et l'une des premières idées qui a émergé, c'est de se dire finalement les démarches sont assez compliquées, il faut faire beaucoup de stages dans le cadre de ces études. Si on essayait de simplifier ça en leur proposant un parcours de stage clé en main, en allant voir des entreprises dont on s'imaginait qu'elles pourraient peut-être être intéressées comme Chanel, et l'idée est née comme ça. On s'est tourné vers différents partenaires qui ont tout de suite été extrêmement enthousiastes, et les choses se sont faites très naturellement. Pour nous, on était absolument ravis à vraiment soutenir une initiative pareille, parce qu'on est depuis très très longtemps, on essaye de s'engager le plus possible dans tout ce qui est diversité et inclusion dans le cadre du programme RSE d'entreprise. Mais le département juridique en particulier cherchait vraiment des initiatives qui font sens. Et pour nous, cette initiative a fait un sens énorme parce que très en amont, parce que fixé sur faire entrer plus de jeunes dans la profession qui n'ont peut-être pas une visibilité aussi facile sur cette profession, c'est parfois difficile. Et donc de vraiment donner à tous la possibilité de voir que parler de son handicap, c'est pas un problème, c'est pas discriminatoire dans son entretien, c'est des choses qui peuvent être aménagées comme d'autres choses dans l'entreprise, et qui débauchent en fait sur les stages dans les grands cabinets et dans les grandes entreprises, parce que c'est des talents comme un autre, et c'est pas juste de ne pas avoir cette égalité de chance. Donc pour nous, c'était quelque chose qui nous a vraiment parlé comme département juridique, et on a trouvé l'initiative absolument extraordinaire. Et la question ne s'est même pas posée si on allait soutenir ce projet ou pas. C'était une évidence. Donc moi par exemple j'ai une expérience en Corée du Sud, et Stéphane m'a mis en contact avec une membre de l'association, Chae, qui est avocate fiscaliste en Corée du Sud, et on a pris contact, et à partir de là on a communiqué de façon tout à fait régulière, et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus aux interventions de l'association. L'association, ça m'a apporté un regard sur mon handicap, parce que j'ai un handicap invisible, et ça a permis de poser des questions, notamment au niveau des cabinets, sur comment on peut aménager, comment on peut manager la personne qui est en situation de handicap, quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour que la collaboration ou le stage avant se passe d'une manière correcte. Donc c'est l'un des fers de l'association, c'est savoir comment accompagner les cabinets ou les directions juridiques dans ces questions de management que peut poser justement une personne, un avocat en situation de handicap ou un juriste. Il y a des questions où il y aura des différences de situation par rapport à une personne non handicapée. C'est sûr et certain que quoi qu'il arrive, peu importe l'handicap, qu'il soit visible ou invisible, il va falloir prendre non pas que des aménagements au niveau de l'handicap en lui-même, c'est-à-dire un accès aux locaux plus facilisé, des moyens techniques mis en œuvre, mais il y aura aussi des questions de management. Et je pense que c'est important qu'aujourd'hui le barreau de Paris s'associe avec Droit Commun pour remettre un prix, justement pour axer encore plus la vision de ce que fait Droit Commun, et que les cabinets continuent justement à prendre conscience de comment ils peuvent eux aussi avoir des collaborateurs en situation de handicap, et comment les manager au mieux pour que ça colle à la productivité que toute entreprise doit avoir de manière durable. Voilà, ce concours est national. Ce concours est national, donc j'espère que l'année prochaine, il y aura des dossiers qui viendront de Montpellier. Il est ouvert aux élèves avocats, comme aux étudiants, comme aux cabinets d'avocats. Et vraiment, l'idée, c'est tous les 2 ans d'arriver à reconnaître des initiatives. Donc vous avez compris que Alain et Auvry
avait été récompensé pour son programme légal et égal, donc c'est 6 mois de stage final chez Adèle et 6 mois chez leur client Bank of America, Chanel ou Total. Et Droit comme H fournit la moitié des jeunes qui sont dans ce programme. Mais il y avait un accessible du jury qui a été décerné à la clinique juridique de Lyon, qui a organisé en fait tout son programme cette année autour de handicap et droit et qui normalement vous proposera 8 fiches en langage clair et en legal design pour aider les jeunes à mieux comprendre le handicap, aider les confrères à mieux comprendre comment est-ce qu'ils peuvent avoir une attitude plus friendly, voire même encouragée en termes de handicap. Et je trouvais intéressant que l'équipe de Canal de Lyon se mobilise autour des étudiants du DJCE de Lyon, puisqu'on travaille avec les gens du DJCE, et en fait convertissent toute l'université à une année, en tout cas celle de la clinique, droit et handicap. Donc la bonne nouvelle, c'est que les choses bougent un peu. Des questions, des remarques? Alors j'invite nos amis de la LISIAS à nous rejoindre et M. Bâtonnier fera son propos conclusif à l'issue de tout ça, ou M. Bâtonnier veut venir plaider avec le LISIAS. Alors bonjour à tous. Je tenais déjà, et avant toute chose, à remercier donc, le barreau de Montpellier, la faculté de droit et de sciences politiques, l'université de Montpellier et aussi Stéphane qui est un habitué de l'ISIAS, qui connaît bien notre association. Ça fait longtemps que je n'ai pas plaidé. Ça fait longtemps, mais en tout cas vous jugez régulièrement en région parisienne, c'est apprécié, peut-être que vous pourrez même venir maintenant à Montpellier juger aussi l'ISIAS. Rapidement, petit topo, et c'est un petit lien que je vais faire avec la présentation de l'association. Donc on est l'association l'ISIAS Montpellier, on existe depuis 1 an seulement à Montpellier, mais en réalité l'ISIAS en tant que tel existe depuis 1991. C'est d'ailleurs un de vos confrères qui l'a créé, Maître Patrice Spinozzi. Ça a commencé à l'université Paris 2 et puis ça s'est répandu et aujourd'hui on est une trentaine d'associations à travers toute la France. L'activité principale de l'association, c'est de faire un concours de plaidoirie et d'éloquence, donc à destination des étudiants de droit et de sciences politiques. Mais à côté aussi, chaque association a divers engagements. Donc, nous nous engageons pour la formation des étudiants et des plus jeunes en lycée, en maison pour tous notamment cette année. Et force est de constater que dans l'ISIAS, dans le monde de laboratoire, qui est un petit monde mais qui grandit au quotidien, nous ne sommes pas adaptés non plus à des personnes en situation de handicap. Et c'est même assez rare, du moins de mon expérience en tant qu'étudiant, je n'ai jamais vu, je pense, ou du moins on ne l'a jamais dit, d'étudiants orateurs en situation de handicap. Et pourtant, on a un exemple qui est magnifique, qui est le président de l'association, qui est Maître Juglar, qui est un véritable ténor, un orateur d'exception, qui est habitué aussi des concours LISIAS et qui montre, du moins qui est le parfait exemple que l'handicap n'est pas du tout un frein à l'oratoire. Et ça nous inspire aussi, je pense, pour l'avenir, à faire en sorte que ça ne soit pas un frein, que ça ne soit pas un obstacle à prendre la parole. Alors, on a essayé de penser un petit sujet avec Elodie qui ne se concentrait pas forcément spécifiquement sur le handicap, mais qui également abordait cette thématique-là. Ne pas entendre et ne pas voir ce monde, est-ce une chance? Alors, sans faire un exercice lyrique, mais plutôt dans une discussion, ne pas entendre, ne pas voir ce monde, est-ce une chance? Il faudrait déjà déterminer les termes du sujet en tant que tel. Qu'est-ce qu'une chance? Qu'est-ce qu'entendre? Qu'est-ce que voir? Entendre, voir, finalement, dans la perception classique que nous avons de ces verbes, c'est percevoir des choses, percevoir des images ou des sons. Et si on s'arrête à cette simple définition, finalement, ce n'est pas en soi une difficulté de ne pas percevoir ces choses-là, puisque ne pas les percevoir, c'est ne pas les connaître, et ne pas les connaître n'est pas forcément un désavantage. Mais si l'on entend les verbes entendre et voir comme leur sens premier, qui sont comprendre, alors tout change. Ne plus percevoir les choses, c'est une chose, mais ne pas les comprendre, c'en est une autre. Voir, entendre, sans comprendre, c'est une difficulté. Autre terme, le terme chance. Qu'est-ce que la chance? Alors, vous me direz, d'un premier abord, la chance est quelque chose de positif, quelque chose de favorable, une bonne fortune. Et puis, avec un peu de réflexion, on va pouvoir se dire, finalement, ce n'est pas que quelque chose de bien, ça peut être quelque chose de mal. Et dès lors où on fait
ce doublement entre le bon et le mal, on se dit qu'il y a quelque chose de plus, il y a le hasard. Alors à croire que le hasard existe, on se dirait mais qui décide de ce hasard? Et si l'on croit en Dieu, on peut penser que c'est lui. Si l'on ne croit pas en Dieu, on peut peut-être même se rattacher à la mythologie antique, avec la déesse Fortuna, qui est matérialisée par une femme qui a les yeux bandés, qui a le pied sur une roue et qui fait tourner cette roue. Et j'aime bien cette définition de la chance comme une allégorie finalement, comme un concept. Parce que cette roue nous montre une fois ce qui est en haut en bas et ce qui est en bas en haut. Il n'y a pas de concept de bien, il n'y a pas de concept de mal. Dès lors, la chance est une question de perception. Et un peu plus concrètement, certains vous diraient peut-être que ne pas voir et ne pas entendre ce monde est une difficulté au début de la vie, puisque, comme le dirait Jean d'Ormesson, la naissance est le lieu le plus parfait d'inégalité et seule la mort finalement nous rapproche de l'égalité. Et qu'avec le temps, cette peine, cette malchance finalement devient une force. Devient une force parce que nous devons faire plus, nous devons dépasser cette peine. Et d'autres vous diraient à l'inverse que commencer, débuter sa vie par entendre et par voir ce monde nous met sur un pied d'égalité. Et on pourrait se dire, mais c'est parfait, je préfère ne pas avoir ce handicap, ne pas le subir, voir, entendre ce monde, tout ce qui se passe, les beautés, les subjectivités de ce monde. Mais avec le temps, on réalise que finalement, ça devient un handicap. Un handicap parce que le monde est rempli de cruauté, le monde est rempli d'hypocrisie, et finalement, on ne réalise même pas la propre chance qu'on a. La propre chance de pouvoir profiter de ses 20 ans, de ses 25 ans. Alors, on préfère passer son temps à boire, oublier, se plaindre, surtout pour un étudiant en droit. Et finalement, on arrive à peut-être 30, 40 ans, et ici, plus de personnes que moi sont qualifiées pour le dire, mais je vais tenter quand même de suggérer une idée, c'est que, arrivé à cet âge-là, on a une sorte de rétrospective sur ces 20 ans, sur ces 25 ans. Et finalement, cette nostalgie qui naît en nous, nous fait nous dire que nous n'avons pas profité pleinement. Pleinement parce que nous passions notre temps à ne pas réaliser qui nous étions vraiment, ce qui nous entourait. Finalement, on entendait, on voyait, mais on ne comprenait pas. Ne pas entendre, ne pas voir ce monde, est-ce une chance? Finalement, tout est question de perception. Il faut cesser d'idéaliser l'homme, cesser d'idéaliser l'humain. Nous avons tous une misère, tous. Nous sommes tous miséreux, d'une part ou d'une autre, d'un aspect ou d'un autre. Et vouloir masquer cette différence, vouloir masquer cette inégalité, c'est vouloir masquer qui l'on est vraiment. L'inégalité, c'est une bonne chose. Je suis convaincu que l'inégalité est une bonne chose parce que l'inégalité, c'est le marqueur de la différence. Et le marqueur de la différence, c'est le marqueur de l'unicité, de l'authenticité. C'est parce que nous sommes tous différents, parce que nous sommes tous inégaux, que nous sommes uniques. Alors cessons de vouloir entrer dans un moule qui ne nous convient même pas. Commençons par entendre, par voir véritablement qui nous sommes. Et enfin, et seulement par cette démarche, nous pourrons être quelqu'un, nous pourrons être nous-mêmes dans une communauté. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez vu en plaidant, mais quand on a parlé des 20 ans de Christophe, il y a eu un regard complice avec sa camarade qui était extrêmement intéressant. Donc merci pour ce beau moment de grâce. Monsieur Bâtonnier, en conclusion. Bravo pour ce plaidoyer pour le droit à la différence. Et bravo pour votre recherche de l'excellence chez Lysias. J'ai pris une grande leçon aujourd'hui. Je me suis aperçu, alors que je pensais qu'on avait un barreau très dynamique, très en pointe, qu'on était complètement à côté de la plaque. J'ai même appris, pour vous dire tellement j'étais nul, la notion de handicap invisible. Je l'ignorais. Et le comble du comble, c'est que Mélanie Parmon, que je connais depuis plus d'1 an, je savais qu'elle s'occupait de l'incubateur du barreau, on a eu beaucoup de discussions à ce sujet, mais j'ignorais complètement jusqu'à il y a une demi-heure ce que tu nous as raconté. Complètement. Notre consoeur, exactement la même chose.
Donc je m'aperçois qu'au barreau de Montpellier, eh ben, c'est un sujet effectivement qu'on a complètement négligé, mais on l'a négligé parce qu'on n'avait même pas conscience que c'était un problème. Et donc encore une fois, mais c'est le lieu pour apprendre, parce que dans cette faculté, ben, on a tous appris, et je vois que je continue aujourd'hui à apprendre, c'est le bon lieu. Ce qu'on va faire, ça je vous garantis, mardi il y a plusieurs conseillers d'ordre qui sont là, mardi il y a un conseil de l'ordre, Féla va prendre la tête de la commission, et on va action-réaction, on va partir, il y a plusieurs confrères et consoeurs qui sont là, il n'y a pas besoin de conseil de l'ordre pour rentrer dans une commission, donc si vous êtes intéressés, vous serez bienvenus. Et effectivement, qu'on aborde ce sujet en écoutant ce qui se fait à l'université, parce que je suis très fier que l'université de Montpellier soit une université pilote maintenant, avec votre aide, puisque vous en êtes d'accord, je pense que Féla, tu pourras vous mettre en relation. Et toi aussi, puisque Féla, tu seras réélu ou pas, mais tu seras réélu, parce qu'on a des élections à la fin de l'année. Et à Mourette, il va être élu, même s'il n'est pas élu, il viendra quand même. Ça va faire une activité de plus. Voilà, bah écoutez, vraiment merci pour cette leçon que vous m'avez donnée, et je peux vous donner ma parole que dès mardi on attaque. Merci à vous. Merci beaucoup, c'était vraiment pour faire mentir quand je disais qu'il fallait 18 mois, 24 mois avant de pouvoir commencer. Vous allez faire beaucoup plus fort que les autres et ce sera extrêmement intéressant que vous soyez un exemple, puisque dans les autres barreaux, même si Lyon a commencé à bouger un petit peu, même si le barreau de Paris est particulièrement avancé, le barreau des Hauts-de-Seine se cherche un peu, vous serez certainement leader et très visible sur la question, et on sera très heureux de vous accompagner. Je voulais vous remercier beaucoup pour cette invitation le jour de la Journée internationale du handicap, que ce soit la faculté de Montpellier, que ce soit l'Ordre, que ce soit l'incubateur et surtout, oui, je garde le meilleur pour la fin, l'animatrice des coworking, Élodie Madonvilliers. On a eu la discussion il y a 6 mois, je crois, je ne sais plus comment c'est arrivé, où vous m'avez dit je le ferai faire. Et donc chapeau, vous l'avez fait, vous l'avez organisé. Et donc, il y a un autre rendez-vous, M. Matonnier, qu'on voudrait organiser tous ensemble. C'est au moment du mois de juin où tous les DGCE sont ici et où ça pourrait être extrêmement intéressant de pouvoir parler avec eux, qui représentent l'ensemble de la France, de handicap, et de montrer certainement ce que Barreau aura fait dans les 6 mois à venir. Donc, encore merci, Élodie, d'avoir fait que ça arrive. Merci aux témoins, parce que c'est toujours difficile de parler de son handicap. Et même si les jeunes de droit commun H maintenant adorent ça quand ils arrivent, honnêtement, je vous confirme qu'ils ne veulent pas. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, passez par le site web, venez nous voir tout à l'heure. On est là pour répondre à vos questions. Vous pouvez vous engager, ça va vous provoquer des choses qu'honnêtement, moi je n'imaginais pas. Et après, sans être fier de vous, mais vous voyez que vous avez été utile à la fin de la journée. Et ça, c'est très agréable. Bonne fin de journée. Encore merci.